L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ces mots de Thomas Sankara résonnent comme un écho ironique dans l'actualité brûlante. Pendant que l'Afrique s'affirme et taille ses propres routes, la France trébuche, cherche un équilibre qu'elle ne trouve plus et regarde vers le Sahel comme un naufragé scrute une bouée déjà occupée. Car oui, Paris vacille. Un nouveau Premier ministre, des manifestations qui enflamment les rues, une économie qui s'effrite et une diplomatie africaine qui s'évapore comme l'eau d'une marmite laissée trop longtemps au feu. Le suspense est entier. La France veut reconquérir ce qu'elle a perdu. Mais le peut-elle encore ? Ou n'assistons-nous pas au dernier chapitre d'un vieux roman colonial que l'histoire a décidé de refermer ? Voilà le décor. Une intrigue où se mêlent dette publique, déficit abyssal, uranium nigérien, Sahel souverain et Maroc pivot diplomatique. Et croyez-moi, l'histoire est plus palpitante qu'un feuilleton de quartier. Bienvenue sur Stanlow Panafricain, la loupe qui grossit ce que les gros titres maquillent. Ici, on rit quand il faut rire, on pique quand il faut piquer, et on raconte les coulisses de la politique mondiale avec le regard incisif d'une Afrique qui n'a plus peur d'appeler un chat un chat. Si vous aimez la satire à la camerounaise, l'ironie qui fait réfléchir et les analyses qui décapent le vernis, vous êtes au bon endroit. Alors, vous en pensez quoi ? La France sans l'Afrique, c'est un plat sans sel ou c'est une recette qu'on peut enfin oublier ? Écrivez-le en commentaire, abonnez-vous pour soutenir la voix libre de Stanlow Panafricain et si vous voulez que cette indépendance reste intacte, appuyez aussi sur le bouton Super Thanks. Chaque soutien, c'est un coup de machette de plus dans la forêt des manipulations médiatiques. Restez branchés, car dans la première partie, on va plonger dans les chiffres crus et les colères froides. La tempête qui secoue Paris n'a rien d'un simple orage passager. Partie 1. La tempête à Paris. Déficit, défiance, détour. Quand tu vois ton voisin courir nu dans la rue, ne ris pas trop vite. Il fuit peut-être un serpent que tu n'as pas encore vu. Ce proverbe africain, plein de malice, colle parfaitement à la situation française actuelle. Car oui, la France court, s'agite, change de Premier ministre, comme on change de pagne en saison des pluies. Mais le serpent, c'est sa propre faillite économique et sociale qui la poursuit. Regardons les faits sans phare. Sébastien Lecornu, parachuté à Matignon par Emmanuel Macron, hérite d'un pays qui ressemble à un chaudron. Dans les rues, ce ne sont plus des marches, ce sont des marées humaines. Grève, colère, blocage. On dirait presque un remake des grandes émeutes africaines des années 90. Sauf qu'ici, ce sont les cheminots et les enseignants qui tiennent les pancartes. Ironie africaine. La France, qui jadis envoyait ses experts apprendre la démocratie aux pays du Sud, se retrouve aujourd'hui à donner au monde l'exemple d'une contestation permanente. Les chiffres eux-mêmes sont des gifles. Déficit public à 5,8% du PIB, dette qui dépasse les 113% du PIB, inflation qui étrangle les ménages et entreprises qui ferment les unes après les autres. Voilà donc la grande puissance qui nous sermonnait hier sur la bonne gestion. Comme disait Amadou Hampâté-Bâ, quand tu refuses d'écouter la cloche de ta case, c'est celle du village qui va t'humilier. La France n'a pas entendu ses propres avertissements. Investir dans l'Ukraine comme si ses poches étaient sans fond, entretenir des bases militaires à l'étranger comme si le trésor public était un puits sans fin. Et aujourd'hui, la facture est arrivée sur la table. Mais attention, chers spectateurs, ne croyez pas que ce soit seulement une crise économique. Non, c'est une crise de confiance. Les Français ne croient plus à leurs institutions, encore moins à un président qui a déjà grillé 3 premiers ministres en 2 ans. Ici, Lecornu n'est pas un sauveur, mais un fusible. On dirait ces préfets coloniaux envoyés en Afrique quand tout brûlait, juste pour gagner quelques mois de répit avant la prochaine insurrection. La question est simple. Combien de temps ce fusible tiendra-t-il avant de sauter lui aussi ? Et c'est là que j'invite chacun de vous, communauté de Stanlow Panafricain, à donner votre avis. La France peut-elle réellement se redresser par elle-même ou est-elle condamnée à toujours tendre la main ailleurs, surtout vers l'Afrique ? Vos commentaires nourrissent ce débat et n'oubliez pas, pour que ce genre de vérité reste libre et piquante, abonnez-vous à Stanlow Panafricain. Sinon, vous risquez de vous contenter de la soupe fade servie par les médias officiels. Car ce n'est que le début, mes chers. Si Paris suffoque déjà sous ses dettes et ses colères, attendez de voir ce qui se passe quand on parle du Sahel, cette terre qu'elle croyait acquise pour toujours. Transition. Et c'est précisément dans la partie 2 que nous allons décortiquer cette débâcle, car le jour où la France a fait ses valises du Sahel, elle a aussi perdu une partie de son identité impériale. Partie 2, le Sahel, le jour où la France a fait ses valises. L'homme qui t'aide à grimper sur le palmier n'a pas forcément l'intention de te donner des noix. Proverbe nigérien. C'est exactement ce que les peuples du Sahel ont fini par comprendre. L'aide française n'était jamais gratuite, et derrière les discours sur la sécurité se cachèrent des factures salées, payées avec l'or, l'uranium et la dignité nationale. Alors un jour, ils ont dit basta. Souvenons-nous,
Le Mali en 2022, le Burkina en 2023, le Niger peu après. Les bases françaises fermées, les troupes renvoyées, les drapeaux pliés comme des tentes de forains après une fête foraine ratée. L'armée française, qui se croyait colonne vertébrale de la sécurité régionale, a découvert qu'elle n'était plus qu'un invité indésirable. Comme disait Kwame Nkrumah, celui qui nourrit le crocodile en espérant qu'il le mangera en dernier se trompe lourdement. Le crocodile, c'était la colère populaire, et il a fini par avaler Barkhane tout cru. Ne croyez pas que ce fut seulement une décision de généraux. Non, c'était le peuple, les marchés, les universités, les mosquées. Partout les slogans résonnaient, exigeant la fin de cette tutelle militaire. L'Afrique a redécouvert une vérité simple. La sécurité importée est une illusion. Car comment expliquer que, malgré une décennie de présence militaire française, les attaques terroristes ne faisaient qu'augmenter? La réponse, chers spectateurs, est dans l'absurde. On combat un feu avec de l'essence. Mais ironie de l'histoire, la France pensait que son départ provoquerait un vide insupportable. Or ce vide a été rapidement comblé. La Russie, la Turquie, la Chine, et même des partenariats intra-africains sont arrivés. On dirait presque un mariage où l'ex-mari furieux quitte la maison, croyant que sa femme va pleurer. Mais avant même qu'il ferme la porte, la belle famille est déjà là pour l'aider à rebâtir. Comme le disait Cheikh Anta Diop, aucun peuple n'accepte éternellement de vivre dans l'ombre d'un autre. Le Sahel a décidé de vivre sous son propre soleil. Et voici la vraie valeur ajoutée de cette partie. Comprendre que ce départ français n'est pas un simple accident diplomatique. C'est un tournant géopolitique. Pour la première fois depuis des décennies, 3 pays d'une même région ont dit non, ensemble, dans un élan de souveraineté collective. C'est ce que les stratèges appellent effet domino. Et chaque pierre qui tombe n'est pas seulement une perte pour Paris, c'est aussi un avertissement pour toutes les puissances qui veulent traiter l'Afrique comme un terrain de jeu. Maintenant, chers abonnés, je vous pose la question. Le départ de la France du Sahel est-il une libération définitive ou une simple parenthèse avant le retour d'un nouveau colon habillé autrement? Donnez votre réponse en commentaire, car c'est vous qui faites vivre ce débat. Et souvenez-vous, si vous ne vous abonnez pas à Stanlo Panafricain, vous risquez de laisser les autres écrire l'histoire à votre place. Et croyez-moi, ils ne seront pas tendres. Mais attention, ceci n'est que l'échauffement. Car si la France a quitté le Sahel, c'est dans les mines d'uranium et les coffres d'or que se joue la prochaine bataille. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la partie 3. Uranium, argent et vérité gênante. Partie 3. Uranium, argent et vérité gênante. Quand la termitière est détruite, on découvre combien de termites vivaient dedans. Proverbe burkinabé. Voilà exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la France et le Niger. Pendant des décennies, Paris nous répétait que sa présence au Sahel relevait de la sécurité et du partenariat. Mais une fois les bases fermées et les soldats rentrés, on a ouvert la termitière. Surprise, ce n'était pas seulement des militaires, c'était aussi des convois d'uranium et de lingots d'or qui filaient vers l'Europe, dans un silence gênant. Regardons l'uranium de plus près. Pendant longtemps, les centrales nucléaires françaises ont brillé grâce au gisement du Niger. Mais le conte de fées s'est transformé en cauchemar. En 2025, Niamey a osé faire ce qu'aucun gouvernement n'avait jamais fait avant. Nationaliser Sommer, l'une des principales mines opérées par Orano. Imaginez la scène. Les autorités nigériennes déclarent fièrement que désormais, les ressources appartiennent au peuple. Paris, de son côté, avale de travers, comme si on venait de lui retirer son plat favori au beau milieu du repas. Ironie africaine. Celui qui s'est toujours cru maître de la cuisine découvre qu'il n'avait jamais eu la clé du garde-manger. Et pourtant, chers spectateurs, ce qui choque le plus, ce n'est pas la nationalisation, c'est la dépendance. On a découvert que la France, grande puissance nucléaire, n'avait même pas assez d'uranium sur son sol pour faire tourner une seule centrale. Autrement dit, ce pays qui aime tant donner des leçons de souveraineté énergétique à l'Afrique dépendait de nos sous-sols pour chauffer ses foyers. Comme disait Patrice Lumumba, l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains eux-mêmes. Eh bien, le Niger vient de tremper sa plume dans l'encrier de l'histoire. Mais ne croyons pas que la question se limite à l'uranium. Derrière, il y a l'or du Burkina, du Mali, les diamants d'ailleurs, et tous ces minerais qui remplissaient discrètement les coffres de Paris. Vous saviez, chers auditeurs, que la France n'a pas une seule mine d'or sur son territoire, mais qu'elle fait partie des 10 plus grandes réserves officielles au monde. Mystère résolu. Une grande partie venait de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là la vraie gifle. Au moment où ces pays reprennent la main, on découvre que la solidité française n'était qu'un château de sable bâti sur nos ressources. La valeur ajoutée de cette partie, mes chers, c'est de comprendre que la question n'est pas seulement économique, c'est civilisationnel. Car aujourd'hui, ce n'est plus seulement une histoire de minerais, mais une lutte pour la dignité.
Quand un État comme le Niger ose dire « nos ressources nous appartiennent », il change non seulement son avenir, mais aussi celui de tout un continent. Et l'ironie dans tout ça, c'est que Paris se retrouve contraint de faire ce que nous faisions hier. Supplier, renégocier, chercher des alternatives. Comme le dit le proverbe ivoirien, quand le tam-tam change de rythme, le danseur doit changer de pas. Alors, je vous pose la question, famille de Stanley panafricains. Pensez-vous que ces nationalisations sont la voie royale vers la souveraineté africaine, ou bien une simple étape qui risque d'être sabotée de l'intérieur? Écrivez vos réponses en commentaire, car c'est dans vos analyses que se forge la vraie conscience panafricaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Stanley panafricain, sinon vous continuerez à avaler les versions officielles sucrées que d'autres vous servent, pendant que la vérité, elle, est amère mais libératrice. Et ce n'est pas fini, car si l'uranium et l'or révèlent les entrailles économiques de la dépendance française, la véritable pièce de théâtre se joue ailleurs, dans les salons de Rabat et les colères d'Alger. Accrochez-vous, car la partie 4 vous montrera comment Paris tente de miser sur le Maroc, quitte à se couper un bras pour sauver l'autre. Partie 4, Paris sur Rabat et fâche Alger. Quand tu veux grimper au baobab, regarde d'abord si ses racines ne sont pas pourries. Proverbe africain. C'est pourtant ce que la France refuse de voir. Après avoir été humiliée au Sahel, elle se tourne vers Rabat comme si le Maroc allait devenir sa planche de salut. Mais voilà le hic. Ce choix, censé être stratégique, ressemble davantage à une fuite en avant. Car miser tout son capital politique sur Rabat, c'est oublier qu'à côté se trouve Alger, l'éléphant de la région, qui n'a pas du tout apprécié ce rapprochement. Rappelons les faits. En 2024, Paris choisit officiellement de soutenir le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, une décision explosive. À Rabat, on sabre le champagne. À Alger, on claque la porte. Résultat, relations bilatérales gelées, suspension de coopération, guerre froide diplomatique. La France pensait acheter un ami, mais elle a perdu un partenaire stratégique. Comme disait Houphouët-Boigny, en politique, il n'y a pas de petits ennemis. Paris vient de s'en fabriquer un gros, juste au sud de la Méditerranée. Et là où l'ironie devient croustillante, c'est que la France, déjà à genoux économiquement, se prive volontairement d'un allié énergétique majeur. L'Algérie, fournisseur de gaz et partenaire commercial historique, s'éloigne. Dans le même temps, Rabat, certes habile diplomatiquement, n'a pas la même capacité économique ni militaire pour servir de relais africain. C'est comme quitter un marché bondé pour aller s'installer dans une échoppe plus petite, en espérant faire la même recette. Mais ce qui est encore plus savoureux, chers spectateurs, c'est la manière dont Paris vend ce pari à son opinion publique. On nous parle de relations historiques, de partenariat de confiance. Mais en vérité, c'est un jeu de dupes. Le Maroc sait très bien que la France a plus besoin de lui qu'il n'a besoin de la France. Ici, c'est Rabat qui dicte le rythme, pas Paris. Et l'histoire nous rappelle, avec Cheikh Anta Diop, que toute nation qui dépend des autres pour sa survie ne peut aspirer à la dignité. Eh bien, Paris est désormais dans la position qu'il reprochait hier aux pays africains. Alors je vous pose la question, communauté Stanley panafricain, ce pari marocain est-il une stratégie intelligente ou une impasse annoncée? Partagez vos avis en commentaire, car c'est de ces échanges que naît la vraie analyse panafricaine. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, sinon vous laisserez les mêmes experts parisiens vous endormir, avec des récits taillés sur mesure. Ici, nous, on vous dit les choses telles qu'elles sont, sans phare. Et préparez-vous, car dans la partie 5, nous allons retourner le micro. Ce n'est plus Paris qui parle, mais l'Afrique qui répond, avec ses propres critères, sa mémoire longue et sa souveraineté désormais non négociable. Partie 5. L'Afrique parle. Souveraineté, partenariat et mémoire longue. Quand tu tends toujours la main pour manger, un jour tu oublies comment tenir la cuillère. Proverbe malien. Voilà l'image parfaite de la relation que l'Afrique a longtemps entretenue avec la France. On attendait, on recevait, mais on n'avait pas la maîtrise. Aujourd'hui, la donne change. Les peuples et leurs dirigeants ne veulent plus tendre la main. Ils veulent tenir la cuillère, choisir leur plat et même décider de la recette. Car la vraie révolution du Sahel et, plus largement, de l'Afrique francophone, ce n'est pas seulement le départ des troupes françaises, c'est l'affirmation d'un principe simple, la souveraineté d'abord. Et dans ce principe, il y a des conditions claires pour tout partenariat. Les nouveaux mots-clés sont transformation locale, transparence des contrats, infrastructures utiles et contrôle populaire. L'ère des accords secrets, des bases militaires déguisées en missions de formation, des mines exploitées sans bénéfice pour les habitants, cette ère est bel et bien finie. Comme le disait Thomas Sankara, la liberté ne se donne pas, elle se prend. Et ce qui est fascinant, chers spectateurs, c'est que ce discours n'est plus marginal. Il est devenu le langage officiel des gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et il inspire d'autres pays du continent. Pour une fois, les États parlent la même langue que leur population, celle de la dignité. Cela veut dire quoi concrètement? Que même si la Russie, la Chine, la Turquie ou les pays du Golfe débarquent avec leurs valises de contrats, ils se retrouvent face à des cahiers de charges plus exigeants.
l'Afrique n'a plus peur de dire non ou de renvoyer un partenaire à ses chantiers s'il ne respecte pas les règles du jeu. L'ironie africaine est là. La France croyait qu'elle serait irremplaçable. Mais elle découvre aujourd'hui que, comme au marché, quand un vendeur abuse, le client traverse simplement la rue pour acheter ailleurs. L'Afrique a traversé la rue et de nouveaux vendeurs attendent avec le sourire. Comme disait Julius Nyerere, la pauvreté en Afrique n'est pas une fatalité, c'est le résultat de relations injustes. En renversant ces relations, c'est la fatalité elle-même qui recule. Maintenant, famille de Stanlow panafricains, je vous retourne la balle. Quels critères devrions-nous exiger systématiquement de tout partenaire étranger? Est-ce l'emploi local, le transfert de technologie ou encore l'obligation de rendre publics tous les contrats? Donnez vos idées dans les commentaires, car c'est vous qui façonnez le débat panafricain. Et je vous le dis avec satire, si vous ne vous abonnez pas, ne soyez pas surpris demain de voir vos enfants réciter les analyses des experts de Paris plutôt que de comprendre leur propre histoire. Mais attention, le clou du spectacle arrive, car après avoir dit non et posé ses conditions, l'Afrique doit encore définir la forme finale de ses alliances. Et c'est ce que nous allons décortiquer dans la partie 6, le deal gagnant-gagnant ou rien. Partie 6, le deal gagnant-gagnant ou rien. Si tu vends ton champ pour acheter du sel, demain tu mangeras ton thon sans sauce. Proverbe burkinabé. Voilà le piège que l'Afrique refuse désormais. Céder ses ressources pour des miettes, signer des contrats qui enrichissent l'étranger et laissons ces peuples avec les mains vides. Le temps où l'on nous berçait avec des partenariats stratégiques qui n'étaient que des pillages organisés est révolu. Aujourd'hui, le message est clair. Soit c'est gagnant-gagnant, soit c'est rien du tout. Regardons froidement. La France, affaiblie, n'a plus le luxe d'imposer ses conditions. Hier, elle exigeait des concessions minières et une implantation militaire en échange de quelques projets d'aide au développement. Aujourd'hui, elle doit venir humblement, presque comme un commerçant sur le marché qui demande un espace pour poser son étal. Et dans ce marché, c'est l'Afrique qui fixe le prix. Comme le disait Sankara, nous préférons tendre la main à nos peuples plutôt que de la tendre aux puissances étrangères. Mais attention, chers spectateurs, un partenariat équilibré ne signifie pas ouvrir les bras à n'importe qui. Non, cela veut dire établir des règles strictes et intransigeantes, transparence totale des contrats, afin que chaque citoyen sache ce qui est signé en son nom. Transformation locale obligatoire, pour que nos matières premières ne partent pas brutes comme des bananes vertes, mais soient valorisées chez nous. Clause de sortie, parce qu'un contrat qui enferme est un contrat de colon. Justice fiscale, afin que les multinationales paient ce qu'elles doivent, sans évasion ni paradis fiscal. Et l'ironie, mes chers, c'est que ce discours, autrefois qualifié de radical, est devenu mainstream. Aujourd'hui, c'est même dans les rues de Paris qu'on entend parler d'accords justes ou de respect des partenaires. Imaginez un peu, la France, qui hier se croyait maîtresse du jeu, répète maintenant les slogans panafricains pour espérer encore être invitée à la table. Comme disait Frantz Fanon, quand nous exigeons la dignité, ce n'est pas une faveur que nous demandons, c'est un droit que nous reprenons. Alors je vous pose la question, famille Stanlow panafricain. Selon vous, quel doit être l'article numéro 1 du contrat panafricain de demain? Écrivez vos réponses en commentaire, car vos idées sont plus puissantes qu'un discours présidentiel. Et je vous le rappelle avec ironie, si vous ne vous abonnez pas à Stanlow panafricain, vous risquez de laisser d'autres rédiger ce contrat à votre place. Et vous savez déjà comment ça finit. Ainsi se termine ce chapitre, mais pas l'histoire. Car la conclusion de notre reportage vous montrera que la vraie question n'est plus de savoir si la France reviendra, mais si l'Afrique est enfin prête à avancer seule, avec assurance, et à écrire une page qui ne s'effacera plus. Conclusion. Le grand test. Les oiseaux se cachent pour mourir, mais les peuples se lèvent pour vivre. Proverbe africain. Voilà où nous en sommes. La France chancelle, son économie vacille, ses premiers ministres tombent comme des dominos, et son influence africaine s'est effritée comme du vieux tissu. Pendant ce temps, le Sahel et l'Afrique dans leur ensemble redécouvrent la saveur de la souveraineté et affirment un principe simple. Aucune puissance étrangère ne pourra plus décider à notre place. La leçon est claire, sans l'Afrique, la France se débat. Mais avec ou sans la France, l'Afrique, elle, avance. Et c'est là tout le paradoxe. Ce pays qui croyait tenir nos destins dans sa main découvre que c'est sa survie à elle qui dépendait de nous. Comme le disait Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire est mal partie, mais elle peut arriver si elle prend conscience de sa force. Aujourd'hui, cette prise de conscience est réelle et elle fait trembler les vieilles certitudes coloniales. Chers spectateurs, la question n'est donc plus de savoir si Paris pourra reconquérir son influence perdue. La vraie question est, l'Afrique saura-t-elle garder le cap, transformer sa souveraineté politique en souveraineté économique et imposer enfin des règles équitables à tous ses partenaires? C'est à vous maintenant de nourrir ce débat.
Selon vous, quel est le prochain grand pas que l'Afrique doit franchir pour verrouiller son indépendance? Est-ce une monnaie unique, une armée commune ou une intégration économique plus poussée? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, car vos voix pèsent plus qu'un discours officiel. Et surtout, pour que cette discussion continue sans filtre ni compromission, abonnez-vous à Stanlo Panafricain. Chaque abonnement, chaque super thanks, c'est une pierre posée à l'édifice d'une information panafricaine libre, indépendante et sans compromission. Le rideau tombe sur ce reportage, mais la pièce, elle, ne fait que commencer. À la prochaine enquête, où nous continuerons de scruter, décortiquer et raconter l'Afrique avec l'œil ironique et lucide qui fait notre force.